Et vous êtes les bienvenus, Sud Radio Média. On va parler de ce phénomène de société mondiale. Donc, ni plus ni moins, les 10 ans de la première diffusion de l'épisode, le premier épisode de Game of Thrones. Ça a été effectivement un succès immédiat avec, en programmation, donc une soirée spéciale sur la chaîne OCS. Et pour en parler, on est avec Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, super. On est ravis de vous avoir avec nous, Alain Carazé. Mais c'est un plaisir aussi. Journaliste. Et merci Gilles pour les compliments, le plus grand, le meilleur, etc. Je vais essayer d'être à la hauteur. Mais oui, vous êtes le grand spécialiste. On a plein de questions à vous poser. Absolument, parce que cette soirée, Alain Carazé, journaliste spécialiste des séries, est intitulée sur OCS la soirée de la série de la décennie. Rien que ça, il fallait ça comme titre, Alain. Bon. Il n'allait pas mettre une soirée consacrée à une série complètement ratée. Enfin, donc, ce qui n'est pas le cas, je veux dire. Donc, c'est un peu de superlatif, ce qui est un peu normal pour une chaîne qui diffuse depuis le début Game of Thrones. Non, c'est vraiment une série qui a marqué. De là à dire que c'est la série de la décennie, moi, vous savez, je me méfie toujours des classements, la première, la meilleure, la plus grande, etc. Je suis toujours j'ai toujours beaucoup de doutes là-dessus. C'est une série qui a marqué, c'est évident. Elle a marqué pour plusieurs raisons. Elle a marqué d'abord parce qu'elle a imposé un genre à la télévision, on va y revenir, absent jusqu'alors, ou quasiment absent, à savoir l'heroic fantasy. Jusqu'alors, à la télévision, dans les séries télé, l'heroic fantasy, c'était Hercule et Xena, si vous voulez. Ah oui, Xena guerrière, mais oui, bien sûr. Absolument. Et c'était pas mal, hein, je veux dire, moi j'aime bien, mais si vous voulez, c'était pas du même niveau. Vous voyez, c'était pas tout à fait les mêmes enjeux dramatiques. Et c'est vrai que c'était un genre compliqué, segmentant, qui ne parlait pas à beaucoup de gens, qui en plus demandait énormément de moyens, parce que ça ne pouvait pas se tourner dans les rues de New York ou dans les rues de Los Angeles, c'est évident. Ça nécessitait des décors, des costumes, énormément de personnes, etc. On a bien vu avec Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi de l'heroic fantasy, les moyens que ça représente. Donc, en ça, si vous voulez, Game of Thrones a fait que le genre est devenu bankable. Le genre est devenu faisable à la télévision, et preuve que ça marche. Même auprès d'un certain public. La preuve, c'est que maintenant Netflix désespérément essaie de faire son Game of Thrones à lui. Ça s'appelle The Witcher, puis il y en a d'autres. Voilà. Donc voilà. Donc le genre marche. Ensuite, ça a prouvé que ça pouvait fonctionner auprès de tous les publics. Parce qu'à la base, Game of Thrones, c'est ni plus ni moins qu'une série historique sans l'histoire. C'est ni plus ni moins que Les Rois Maudits. C'est ni plus ni moins que La Guerre des Roses. Et ça, l'auteur original des romans, George R. R. Martin, se revendique de ça. C'est un grand fan de récits historiques, c'est un grand fan de La Guerre des Roses, c'est un grand fan de l'œuvre de Maurice Druon. Donc, il le dit, il le revendique, il n'y a aucun souci. Donc, il a transposé ça sur un domaine qu'il aime bien, c'est le domaine imaginaire. Il s'est astreint de tout ce qui était justement réalité historique. Effectivement, c'est un style. Non, mais c'est surtout c'est un style et ça rejoint, ça recoupe beaucoup de choses. Alors ça demandera moins de gros moyens techniques. La question du jour, Christine, c'est est-ce qu'il faut filmer les procès dans les tribunaux? Vous savez qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le réclame. Je pense que ça va bientôt passer. Bon, je pense pas qu'il y aura autant de caméras et autant de décors que dans Game of Thrones. En tout cas, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes favorable à la diffusion de procès à la télévision? C'est la question du jour sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter. C'est partagé, enfin, avec un petit oui à 57%, mais un non à 43%. Donc les votes peuvent évoluer sur ce qui se fait depuis des années quand même aux États-Unis. Vous avez même une chaîne qui s'appelle Court TV aux États-Unis qui a un succès fou, et les grands procès, on a tous des images des grands procès qui sont diffusés aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Je rappelle quand même que les procès sont, en ordre général, sont publics. Donc, il y a du public à toutes les audiences. Voilà, il y a des gens qui viennent passer leur après-midi au tribunal. Dans mon zapping, je vais vous passer un extrait de ce monsieur Dupond-Moretti. Voilà, et justement, on y va pour le zapping. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Eh bien, Alain et Christine, on se souvient tous de ces images de la cathédrale de Notre-Dame. Oh là là, oui. Ça fait un an, embrasé, et qui donnait une couleur au ciel de Paris qu'on n'avait jamais vue. Sur TMC, il y a eu hier un documentaire fantastique, avant-hier même, des frères Naudet, ceux-là même qu'on fait, vous savez, le documentaire sur le 11 septembre et sur les attentats de Paris. Alors j'ai attendu évidemment pour vous diffuser des extraits de ce documentaire qu'on soit le jour de cet anniversaire, mais vous pouvez le regarder en replay sur TMC. Et dans ce premier extrait, vous allez voir, les pompiers qui luttent contre le feu racontent comment ils ont été émus par la foule qui était juste en dessous du brasier. Une foule énorme amassée tout autour de l'île. Et on entend des chants religieux, des gens qui chantent. Et ces chants, quand on les entend en haut, ils nous paraissent presque irréels. Ils viennent du bas de la cathédrale, ils viennent des abords même de l'île de la Cité. Nous qui sommes à plusieurs centaines de mètres presque avec la perspective, c'est quelque chose qu'on entend comme si c'était dans le ciel finalement. Un documentaire, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ces images, on les voit en boucle. On sait tous où on était quand on a appris que Notre-Dame était en train de brûler. Et la sidération était générale. Puis les photos et les SMS qu'on recevait. Les photos, les SMS, les messages, c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés au plus profond. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête n'est toujours pas terminée. On ne connaît pas l'origine exacte du démarrage de l'incendie. Moi, je retirerais surtout un coup de chapeau à tous ceux qui œuvrent là, toutes ces corps de métier aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable, sur ce qu'on voit en image. Sur ce qu'on voit, sur la réflexion, sur, vous savez, donc les statues qui ont été enlevées. Enfin, il y a vraiment une solidarité, en tous les cas, un engagement et un engouement autour de ça. Et je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire en replay sur MyTF1 des frères Naudet. C'est un petit bijou. Et alors, il révèle également une histoire incroyable. Alors, vous savez qu'il y avait des reliques à Notre-Dame, qu'ils ont eu peur. Et ces reliques étaient en fait cachées dans le sol de Notre-Dame. Et sous le sol, il y avait un coffre et il y a eu un problème. Les reliques dans cette chapelle sont enfermées dans un coffre-fort qui est posé au sol. Il y a 3 serrures chiffrées et la 4e serrure est la serrure générale qui déverrouille l'ensemble. Donc je mets la clé dans la première serrure, je fais le premier chiffre qui est 0. Je mets la clé dans la 2e serrure et là, trou de mémoire. Impossible de me rappeler du chiffre, ni de la 2e, ni de la 3e serrure. Il manque le code pour le coffre. Là, j'ai des envies de meurtre. Il y a un pompier qui vient me voir et il me demande le code du coffre. Mais naturellement, j'étais bien incapable de lui donner le code du coffre. Mais j'ai toujours dans mon cœur un sentiment d'espérance. Rien n'est impossible à tout. Incroyable, hein. Oui. C'est vraiment un documentaire que je vous conseille à tous, à tous nos auditeurs. C'est vraiment magnifique avec des images des frères Naudet incroyables sur MyTF1. Alors ça aussi, c'est digne d'une sitcom. Vous avez peut-être suivi cette affaire-là hier, Valérie, sur CNews. Pascal Praud recevait Alain Finkielkraut et le ton de Pascal Praud était sur la confidence. Comme, vous savez, souvent, nous, on parle, pour nos auditeurs, on parle à nos invités avant qu'ils arrivent. Ils arrivent 5-10 minutes avant de prendre l'antenne. Oui, il y a des coupures publicitaires. Donc voilà, et on discute, et puis on dit voilà de quoi on va parler. Et on tout refait ça. le monde, comme on dit. On refait le monde. Et Alain Finkielkraut a pensé qu'il était off et qu'il était en train de refaire le monde avec séquence. Pascal Praud. Oui, mais on a rarement vu le début de la séquence. C'est ça que je vous propose. Et écoutez, ils sont en train de taper la discute. Je vous aime beaucoup, mais je vous comprends pas toujours. Ah oui, parce que... non, ça vole haut, hein. C'était pas dans ce sens-là, je vous remercie. Non, c'était plus parfois, je dis, au contraire. Bon, alors je dégage. Non, restez. Mais parfois, je me dis, mais pourquoi il a dit ça? Mais en revanche... Vous n'allez pas m'emmerder encore sur Olivier Duhamel. Hein. Pas du tout, je vais vous proposer... Mais je veux bien en parler une seconde. Hein. Je vais vous proposer... Je vais être très général, mais je veux bien en parler une seconde. Je vais pas vous poser de questions. C'est ça le deal qu'on a fait. Mais vous me donnez... Vous dites, vous me faites pas résumer de tête, vous me lancez... je vais vous lire précisément. D'accord. J'ai un peu travaillé. J'espère bien. Ça m'arrive. Donc ça, c'était diffusé en direct. Ça, c'était diffusé en direct. Il croyait qu'il y avait la discussion. Et évidemment, Alain Finkielkraut attendait le générique pour démarrer, mais le générique n'est pas venu. Et ça a donné ça à l'antenne. Olivier Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent. Et c'est criminel, c'est pas horrible. Donc il n'y a pas de place. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça oui. a commencé?
Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Voilà. Et puis donc c'est notre question du jour sur le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui plaide pour les procès à la télé. C'était sur BFM. Dans les sociétés qui ne sont pas démocratiques, la justice n'est pas publique. Et la publicité des audiences, c'est une grande garantie démocratique. Parce que le citoyen voit comment fonctionne sa justice. Je l'ai dit 20 fois, pardon de le redire, mais vous demandez particulièrement à des gamins comment on appelle un président de cour d'assises. Ils disent votre honneur, alors que ça, c'est dans les... Ouais, et si vous dites avocat général, il ne sait pas si c'est un avocat ou un militaire. Hein. Ouais. Bon. Alors, moi, ce que je veux, c'est que les Français comprennent leur justice. Et puis hier, Top Chef est arrivé en tête des audiences, 3,4 millions. Ça a battu toutes les chaînes. Première chaîne M6 hier. Un succès. Alors nos amis de Quotidien, ça c'est un vieux son que j'ai ressorti qu'on n'avait pas pu diffuser. Puisque nos amis de Quotidien sont en rediffusion pendant les vacances. Nos amis de Quotidien avaient considéré ce programme comme un porno en prime. Ah bah oui, parce que si vraiment vous avez des idées très très mal placées, vous allez voir que Top Chef devient Top Sexe. J'ai envie que ce soit agréable pour elle et pour moi, tu vois, je comprenne du plaisir. Là, c'est sur la bonne moule là déjà. On trempe ce petit biscuit dedans là qu'on aime bien. Sarah, là j'ai la saucisse. C'est noté, je veux que ça rentre dans mon cornet. On la sent là. C'est bon ça tape. Je vais venir tremper mes billes. Finissez-moi ça correctement. J'ai fait de chevet, c'est quelqu'un qui me rentre dedans au bon moment. Vraiment, je me régale. Tu vas pouvoir t'enfiler le code comme ça. Alors attention parce que ça peut se coller dans le fond de la gorge. Ça reste sur les doigts, ça prend tout le palais et on ne sent plus rien d'autre. C'est vrai, si on détourne les images. Allez, on écoute une petite musique, écoutez. Eh oui, la musique de Game of Thrones, une série légendaire. On pourrait imaginer que ça se passe comme ça avec nos hommes politiques, le PS, le Front National et autres. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Mais il y a de ça. Il y a de ça. C'est ce qu'on dit en général, quand la réalité rejoint la fiction ou la fiction la réalité. L'affrontement des maisons. Est-ce qu'on peut imaginer que ça ressemble à la politique ? Est-ce que les scénaristes y ont pensé ? La Cour des Rois, c'était de la politique quand même, Alain Carazet. Voilà, c'est exactement. Voilà, vous l'avez très bien dit. Alors, les scénaristes ne se sont pas dit, tiens, on va s'inspirer des événements contemporains en Angleterre ou aux États-Unis. Mais par contre, oui, les traîtrises, les clans, les relations un petit peu bizarres entre les gens, voilà, voire incestueuses, etc., etc. Bon, oui, voilà, tout est cru, hein, au sens... c'est justement ça qui a fait une partie du succès de Game of Thrones et qui a fait que les gens se sont retrouvés attirés. C'est qu'à la différence de séries, on va dire, plus tranquilles, qui pouvaient passer sur les grandes chaînes à des 20h30, etc., etc., Game of Thrones, ça parle de sexe, ça parle de relations très ambiguës, ça parle de rapports très ambigus et ça parle de violence. Mais quasiment tout le temps, puisque je vous rappelle quand même qu'à la fin du premier épisode, on découvre que le frère et la sœur de la famille principale couchent ensemble. Mmh. Quand même moyen, quoi, on va dire. Hein. Moralement parlant, c'est pas top. Non. Donc, voilà. Donc, sur le pitch, ça peut faire fuir, oui. Voilà. Et ça, il n'y avait qu'une chaîne payante qui pouvait se permettre de le faire, HBO, parce que justement, là, on paye pour voir, c'est le cas de le dire. C'est un peu comme Canal+, et ainsi de suite. Ça a été leur grande force. D'investir beaucoup d'argent dans Game of Thrones, mais aussi de se permettre ce que les autres ne pouvaient pas, et d'aborder des sujets que les autres ne pouvaient pas. Ce qui a été aussi révolutionnaire, c'est que on n'avait pas vu jusqu'ici les héros des séries qui mouraient, et très vite, les rôles principaux vont mourir. Alors, ça s'est vu, mais c'est vrai que c'était souvent, quand dans une série, un personnage meurt, etc., c'était souvent parce que l'acteur se barre, parce que y a des problèmes, parce que, ou que l'acteur est vraiment décédé et que la série doit continuer sans lui, ou des choses comme ça. Donc ça existe quand même. Mais c'est vrai que c'est dans souvent des situations contraintes forcées. Là, c'est dès le début qu'on sait, enfin, on est un peu spoilé si on a lu les romans, mais si on n'a pas lu les romans, si on découvre, non seulement que, vous avez tout à fait raison, il y a des personnages principaux et on croit que ce sont les héros de la série qui vont mourir, et ça a été aussi une petite révolution, c'est qu'on s'attache pendant 8 à 10 épisodes à des gens, et puis à la fin, voilà, terminé. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et le deuxième truc, c'est qu'en plus, les personnages auxquels on s'attache et que l'on croyait être des personnages gentils s'avèrent être des infâmes ordures, des traîtres et des méchants. Et l'inverse aussi est vrai. Oui. Ceux qu'on croyait être des méchants s'avèrent être pleins de compassion, d'intelligence et de... Alors, c'est ça aussi, et c'est toute la finesse
de l'œuvre de J.R.R. Martin, puisqu'au départ, il s'agit quand même de romans, en tout cas pour les 5 premières saisons, il s'agit de romans. Donc c'est ça justement toute la finesse de l'œuvre au départ. C'est ça qui a fait un petit peu la spécificité de Game of Thrones. Bien sûr. Alors, Alain Carazé, je rappelle qu'on évoque ces 10 ans, ce démarrage il y a 10 ans de la série Game of Thrones à la télévision, et le succès a été immédiat. Il y a une soirée spéciale, je rappelle, sur la chaîne OCS qui a lieu samedi soir. Ce samedi, et il y a même, vous pouvez même aller voir les saisons de Game of Thrones en replay sur OCS. La 8e saison est disponible en replay, qui a été très critiquée d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, ce qui était très étonnant il y a eu une communauté, elle y est toujours là, de fans absolus de Game of Thrones qui ne supportaient pas qu'on spoil les épisodes. Il y avait une espèce de rendez-vous complètement net. Donc ça veut dire que c'est une série qui a généré une espèce de fanatisme. C'est ça, Alain Carazé ? Comme toutes les séries qui sont généralement des séries de genre et qui ont un grand thème, un grand succès. On parle des séries, par exemple, comme Lost, ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou des séries même comme Desperate Housewives ou des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société ? C'est ça, c'est le revers c'est la question, c'est qu'on soit fan d'une série, je comprends, mais que ça devienne comme ça un phénomène de société, qu'est-ce que ça dit de nous ? On a toujours besoin de se passionner, enfin, ce que je veux dire, c'est que, moi, je vois des fans de Harry Potter qui attendent un nouveau livre, qui attendaient un nouveau livre de Harry Potter à la sortie des grands magasins. Je vois des fans de jeux vidéo qui font la queue pour avoir la dernière plateforme, la dernière cartouche du nouveau jeu vidéo, de la nouvelle version qui va sortir, etc., etc. Il y a une ferveur. Là, il y a un nouveau James Bond qui devrait sortir et qui est reculé sans arrêt. Ce que je veux dire, c'est pour tous les arts. C'est pas uniquement pour une série télé. C'est pas spécifique à Game of Thrones. À partir du moment où il y a un attachement à un personnage ou à un univers, il y a une ferveur, il y a quelque chose. On attendait avec ferveur le nouvel album de Johnny Hallyday quand ça allait sortir. Enfin, voilà, je veux dire, à partir du moment où il y a vraiment un attachement à une personne, il y a une ferveur qui se crée, qui peut être plus ou moins excessive, là je vous rejoins, qui peut être plus ou moins, on va dire, voilà, difficile à gérer, là je vous rejoins complètement. Mais j'ai pas l'impression que ça dit autre chose de notre société que ce qui se dit depuis 50 ou 60 ans, à savoir qu'on peut tomber amoureux d'une œuvre, d'une création artistique, au point de l'attendre avec ferveur et de faire la queue ou d'être devant son écran à 3h du matin pour voir le nouvel épisode, etc. etc. J'ai pas l'impression que ce soit très différent. Il faut dire que OCS le diffusait 24 heures après les États-Unis, et ça c'était une vraie performance. Non, il le diffusait en simultané, si je peux me permettre. En simultané. C'était à 3h du matin. Oui. Pour éviter justement que ce ne soit piraté ou que effectivement on découvre la série avant la série. C'était un service qu'offrait la chaîne OCS. Oui, vous voulez dire quelque chose là-dessus, Alain ? Oui, tout à fait. À savoir, en effet, c'est non seulement au bout d'un moment, OCS réussissait à le diffuser en simultané avec les États-Unis, ce qui fait que les gens qui étaient abonnés à OCS pouvaient le lundi matin à leur petit déjeuner dès 7h du matin la voir en replay. Et prendre leur petit déjeuner, le café avec les yeux un peu comme ça, vous voyez, tout en regardant Game of Thrones. Mais en plus, c'est vrai que Game of Thrones peut c'est la série la plus téléchargée au monde. Moi, je trouve ça lamentable. Je trouve ça, surtout quand on connaît le budget et les moyens qui sont dans la série. Mais oui, parce que les décors, les personnages, enfin, c'est colossal le budget pour tourner une série comme celle-là. C'est monstrueux. Elle coûtait combien ? Monstrueux. Au début, ça coûtait des 2-3 millions de dollars par épisode. Grosso modo, une série américaine, on va dire traditionnelle, une série policière, coûte $1,5 million à 2 millions de dollars. Là, ça coûtait 3 à 4 millions de dollars parce qu'il y avait plein d'acteurs, parce qu'il y avait des univers différents, des choses comme ça. Mais là, je vous parle de ça au début. Au début, quand il n'y avait pas de grandes batailles, quand il n'y avait pas d'effets spéciaux, quand il n'y avait pas de dragons, etc. Au début. Il y avait déjà un paquet d'acteurs. Bon, voilà, tenez, regardez. Oui. Voilà. On est à la radio, mais bon, voilà. Ça, c'est carrément tous les acteurs qui sont dans la série. Je sais pas si pour ceux qui sont sur le Facebook Live ou le YouTube de Sud Radio. Et au bout d'un moment, en effet, ils ont suivi les romans de George R.R. Martin. Donc, quelque part, il y a eu de plus en plus d'effets spéciaux. Il y a eu des dragons, il y a eu des combats homériques dès la saison 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et là, en effet, les moyens étaient de plus en plus importants. On est arrivé à 10 millions, 11 millions par épisode. Bien sûr. Mais Alain Carazé, c'était quand même très différent du Seigneur des Anneaux, parce que c'était aussi très crédible au départ. C'était complètement différent, tout à fait. On a souvent...
au départ, le pitch de départ était de dire c'est une version télé du Seigneur des Anneaux, plus ou moins, etc. D'ailleurs, il va y avoir une version télé du Seigneur des Anneaux qui est en préparation pour Amazon Prime. Tout à fait. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment... moi, j'aurais tendance plus dire que c'est une version imaginaire des Rois Maudits. C'est vraiment ça. Parce que si vous regardez les deux œuvres, c'est vraiment la même structure. Et c'est comme ça, comme je le disais au départ, que ça se voulait. Donc, c'est assez éloigné du Seigneur des Anneaux. Alors, on a fait le rapprochement avec le Seigneur des Anneaux parce qu'en effet, c'est dans un monde imaginaire et avec des créatures bizarres, etc. Mais là encore, Game of Thrones, au départ, pour ne pas effrayer le public, il n'y avait pas trop de dragons, quoi. Il y avait pas d'éléments fantastiques. Avec un petit sourire, quand j'avais été sur toi, ils viendront plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est l'avenir, mais pas tout de suite. Ils sont en cours de fabrication. Et pour vous donner une idée de cette soirée donc, qui est diffusée sur OCS ce samedi à 20h15, c'est une soirée présentée par Charlotte Bloom et ils sont ensemble pour raconter les meilleurs passages et les meilleurs extraits. J'ai la bande-annonce, madame. Oui, alors Alain, avant... Ouais. Vous connaissez tous son générique. Célébrez la meilleure série de tous les temps avec Charlotte Bloom et ses invités. Est-ce que vous arrivez à croire que ça fait 10 ans qu'elle est arrivée, cette série ? Je trouve ça vraiment incroyable. 10 ans de règne. Vous avez choisi de regarder une scène dans laquelle on pousse un enfant d'une tour. Ça commence bien. The Things I Do for Love. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Game of Thrones, la série qui a conquis le monde au-delà des murs et des frontières. Comment une série peut à ce point dépasser le cadre de la télévision. C'est ça qui est extraordinaire avec Game of Thrones. On est un peu au top de la pop culture, quoi. Inédit, GOT, la série de la décennie, dès le 17 avril. Voilà, donc ça c'est samedi soir. Un petit mot, Alain Carazé, avant de vous dire au revoir. Un petit mot sur vos podcasts concernant les séries Previously. Previously va bientôt arriver à sa 100e. On va faire 100 émissions de Previously. On parle de Glee dans celui qui est depuis hier. Et si vous voulez revivre Game of Thrones, que ça soit toute la série, mais aussi le tournage de la série sur lequel j'ai eu la chance d'aller, dans la liste des podcasts, je crois que c'est le 18e puis le 23e, il doit y avoir 2 podcasts sur Game of Thrones. Voilà. Merci beaucoup Alain Carazé d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous ne faites pas les 10 ans. Non, mais les personnes les font. Personne fait les 10 ans. Absolument, le temps glisse sur nous. Belle journée.